Ici Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Je reste persuadé que dans l'univers du luxe, dans l'univers de l'hôtellerie, il faut s'adapter au changement. Les entreprises ont quand même réalisé ces dernières années qu'il fallait faire plus que juste offrir un job de 2 ans à des collaborateurs. Il fallait probablement les garder. Et je reste persuadé aujourd'hui que l'avenir de l'hospitalité va se disputer sur nos 2 grandes destinations, c'est l'Amérique du Sud et l'Afrique. Je pense qu'il y a aujourd'hui dans l'univers du luxe et du service une très grande différence entre to serve and to please. Donc, est-ce que c'est une servitude ou est-ce que c'est vraiment plus une expérience de service, de promulguer un service? Je pense que c'est important de changer de leadership et d'avoir une éducation très diversifiée. Mes chers insiders, soyez les bienvenus sur le premier podcast hôtelier qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat, management et leadership, développement personnel et durable. Avez-vous un CRM dans votre établissement? Si la réponse est non, alors vous allez adorer le sponsor qui m'accompagne. LoungeUp. C'est une plateforme pour gérer la relation client et pour faciliter la communication entre les équipes de l'hôtel. Ce que j'aime avec LoungeUp, c'est sa capacité à personnaliser l'expérience en s'adaptant à chaque client. Des éléments essentiels pour améliorer son excellence de service. LoungeUp est un outil complet d'upselling, de messagerie client, de CRM et de gestion de tâches. Plus de 3000 établissements utilisent cette solution et ceux que je connais en sont ravis. Alors, si vous voulez faciliter la vie de vos collaborateurs tout en satisfaisant et fidélisant vos clients, contactez-les et dites-leur que vous venez de ma part. Je ne pourrais pas vous lister tous les établissements dans lesquels il a travaillé, tant il y en a. Mon invité a le métier tatoué au corps, cela ne fait pas de doute. Mais je vais le laisser se présenter et nous en dire plus. Bonjour, Édouard Grosmangin. Bonjour Maxime, ravi de participer avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. D'où est-ce que tu participes justement, Édouard? Je suis en ce moment basé à Sao Paulo, au Brésil, une des plus grandes villes du monde, et sur un projet extraordinaire qui est le Rosewood São Paulo. Waouh, belle destination, magnifique projet. Tu vas pouvoir nous en parler, mais avant ça, j'aimerais qu'on comprenne un petit peu qui tu es, d'où tu viens. Je n'ai pas fait un name dropping à lister tous les noms des établissements dans lesquels tu travailles, tant il y en a. Mais peut-être si tu devais un petit peu résumer les grands flashs de ton parcours, voilà, je te laisse la main libre et te présenter comme tu le souhaites. Très gentil, mais ça va être rapide. Je suis encore très très jeune, fils d'hôtelier, né et grandi dans une petite auberge familiale, un papa cuisinier, une grand-mère toujours au front à s'occuper des clients, d'une maison familiale qui a été rachetée par mon arrière-grand-père entre les deux guerres, au sud de Paris. D'accord. Et de là, arrivé à Paris, non pas comme le père Goriot de Balzac, mais presque, et seul à Paris très jeune, et puis commencer après une école hôtelière dans l'univers du luxe, premier établissement au Crillon à Paris, et puis après ça un parcours pas atypique, mais un parcours normal qui est resté dans l'industrie du luxe, le Savoy à Londres, le Connaught, le Plaza Athénée, toutes les premières expériences assez rapides. Un départ pour Monaco, où je suis resté pendant 8 ans à l'hôtel de Paris à Monaco, avec un Superbe. aller-retour métropole. Et puis finalement, un départ sur l'expatriation. Le Middle East, tout d'abord, Bahreïn, Dubaï, avant de rejoindre les îles, les Seychelles, puis le Vietnam, en Asie, une expérience exceptionnelle. Et puis un retour aux Seychelles, où mon cœur a
effectivement pris à tâche où je suis resté un peu plus de 10 ans. Et avant un concours de circonstances qui fait que je suis aujourd'hui au Brésil, sur un autre continent, avec Rosewood São Paulo. Incroyable. Tu as tous les continents sur ta carte ou il te manque, l'Océanie peut-être? Non, il manque l'Amérique du Nord, il manque l'Océanie, Et l'Amérique du Nord aussi. et puis je pense que, c'est pas un concours de pays, c'est juste un concours de circonstances. Je Tout pense à que c'est fait. aussi important de comprendre, et souvent on se pose la question: «Where is home?» C'est un peu où les gens nous comprennent et où on se sent bien. Donc je pense que, suivant nos origines, notre éducation, notre parcours, il y a sûrement des destinations, qui sont, plus appropriées, et c'est pour ça que, la diversité fait que, tous les hôteliers du monde, ont des destinations privilégiées, au moins, mais pour l'instant avec un caractère et probablement une éducation un peu plus méditerranéenne, je me suis Ouais. plu, et j'ai adoré les destinations dans lesquelles j'ai travaillé pour l'instant, et je pense que j'ai pas forcément d'envie de découvrir, des milliards d'autres pays, mais Ouais. probablement Et certaines autres alors destinations. justement quand on a voyagé autant, travaillé dans tellement de destinations et de cultures, qu'est-ce qui peut motiver à bouger ailleurs? Tu disais par exemple 8 ans aux Seychelles, un endroit que tu as adoré. Qu'est-ce qui peut faire qu'on va à la destination suivante si finalement tu as trouvé un petit peu chaussure à ton pied à chaque fois? Comment ça se fait que tu repars pour de nouvelles aventures? Je pense qu'on peut tomber, amoureux de destinations, et on vraiment on aime les gens avec qui on travaille, et les destinations. Mais je pense que la vie est faite de projets et de challenges, et en fait, la pandémie, par exemple, nous a prouvé que les gens et que les entreprises, qui ont réussi à survivre à cette pandémie ne sont pas les plus, puissantes, les plus fortes, ou celles qui sont les plus résilientes, mais celles qui sont adaptées au changement. Donc, je reste persuadé que dans l'univers du luxe, dans l'univers de l'hôtellerie, il faut s'adapter au changement, de voyager et de découvrir, des nouveaux continents, des nouveaux pays, des nouvelles cultures. On s'enrichit. Je pense que, un déménagement, un changement est toujours un grand pas. C'est une question de risque, mais qui ne prend pas de risque, qui ne tente pas, n'a pas d'excitation dans sa vie. Donc je pense que chaque nouveau départ, chaque nouvelle destination est une nouvelle, non pas un nouveau départ, mais est riche d'intérêt, riche de, c'est la soif de découvrir. Donc certains individus voyagent, partent en vacances, 1 fois par an pour découvrir un pays. Moi, mes vacances, c'est plus de se poser, sur une plage avec un livre, et au contraire de rien découvrir, Ouais, et de se reposer. Donc ouais, je toujours de comprends. nouveaux départs, mais j'espère des nouveaux départs, et j'espère encore, de nombreux nouveaux départs et de nouvelles découvertes. Mmh. Quand j'entends, ton parcours, ta vie, j'ai quand même une question qui me taraude avant que après promis, on va parler du sujet qui nous passionne, qui est l'hôtellerie et l'ouverture. Mais comment on fait pour combiner ce style de vie, tous ces déplacements avec un équilibre perso, un peu le pro perso et notamment la vie familiale? Surtout si on a des personnes un peu qui dépendent de soi. Comment est-ce qu'on gère cette partie-là? Alors, on l'anticipe, on le vit. Je pense que j'ai rencontré, tout au long de ma carrière, des modèles, familiaux totalement différents et qui sont, tout à fait adaptés. J'ai eu un parcours de plus de 15 ans dans les îles, et effectivement, c'est sûrement la destination la plus difficile, mais qui peut s'adapter à de nombreuses personnes, avec ou sans enfants, avec ou sans, partenaire. Je pense que quand on a des enfants jeunes, c'est au contraire un luxe d'offrir une éducation à ses enfants, sur une île, par exemple, Ouais, c'est vrai. mais on s'adapte, mais bien évidemment, il ne faut pas être, des commanditaires, des mercenaires, de l'hôtellerie. Je pense que cette époque de mercenaires de l'hôtellerie, d'aller, faire des ouvertures d'hôtels, effectivement, l'équilibre personnel, est important. Donc les gens qui, sont allés mercenaires faire des ouvertures d'hôtels sur des destinations, difficiles ou non, je pense que les produits en ont pâti, et ce n'est pas sain. Donc, Mmh. pour l'équilibre, même d'un produit, d'un service offert à une clientèle, il faut un équilibre. Donc bien évidemment, l'équilibre, des gens, peuvent vivre toute une vie seuls. Ouais. C'est pas mon cas.
J'ai une épouse, exceptionnelle et certains de mes propriétaires, ont dit que la première de mes qualités était sûrement d'avoir choisi le vrai partenaire et la femme idéale qui s'adapte et qui suit dans ses destinations. Donc c'est probablement, Excellent. important effectivement, de faire ça, mais j'ai vu plein de profils différents qui ont su s'adapter, à des destinations différentes sans aucun souci. Je pense que c'est l'amour de ce qu'on fait et le bien-être et l'équilibre effectivement, d'être sain, Mmh. moral de corps, d'esprit, mais c'est possible, il faut le vouloir. Ouais, complètement. Il y avait un vrai sujet avec ce que tu disais aussi tout à l'heure sur, notamment dans le cadre des îles, des lieux où il y a beaucoup de turnover, d'avoir un peu cette consistance du service quand tu as typiquement les mercenaires dont tu parlais, les mercenaires hôteliers ou même, juste d'avoir des personnes qui viennent pour 1 ou 2 ans. Je trouve que c'est très compliqué, particulièrement pour ces établissements, de maintenir un standing de service quand d'une année ou, à l'autre, on a, une rotation de près de la moitié du personnel. Alors oui, j'ai tendance à dire que ça a évolué et que ça a changé. J'ai observé un changement dans ses habitudes et en fait, j'ai réalisé que dans les îles, de nombreuses personnes tendaient à rester même et à renouveler leur contrat. Beaucoup de personnes pensent venir et ne rester que, 2 ans, le terme d'un contrat, fixe et en fait, on observe dans ces destinations sur les îles, même certaines très isolées, où les gens restent. Alors, il y a bien évidemment plein, d'avantages, que ça soit économique, d'arriver à travailler beaucoup et de mettre un petit peu d'argent de côté, pas forcément avoir l'équilibre familial, idéal, pour des moments, d'une vie ou d'une carrière. Mais en fait, j'ai réussi à réaliser que de nombreuses personnes tombaient en amour de destination et pouvaient rester de nombreuses années et s'approprier cette destination. Donc je pense que les sociétés, on se rend compte dans le recrutement, dans le turnover, que les entreprises ont quand même réalisé ces dernières années qu'il fallait faire plus que juste, offrir un job de 2 ans, à des collaborateurs. Il fallait, probablement les garder, donc les bouger, entre les différentes propriétés, d'un groupe, par exemple. Mais les gens ont tendance à rester sur des destinations, Heu, même isolées, à rester plus que 2 ans et à renouveler 2, 3, 4 fois des contrats. Après, on se pose, la question inverse, c'est-à-dire que les destinations elles-mêmes ne sont pas toujours prêtes à accueillir ces gens, il y a une ouais. préférence nationale qui s'impose sur pas mal de destinations et le renouvellement de contrat, n'est pas forcément, quelque chose, qui est, encouragé dans toutes les destinations. Mmh, ouais, complètement. C'est très intéressant comme point de vue. On va essayer de se cibler avec une destination, qui est le Brésil et Sao Paulo. Est-ce que tu peux nous raconter le projet, dans lequel tu t'es lancé il y a un peu plus de 2 ans, je crois? Où est-ce que ça consiste? Et voilà, un petit peu le raconter à travers tes mots. Alors à travers mes mots, mais je suis obligé d'impliquer des personnes et des intervenants, un projet qui a mis 12 ans, je suis arrivé moi au Brésil il y a 3 ans, à un concours de circonstances, où, basé, sur une île, perdue aux Seychelles, je discute avec un client, de l'avenir de l'hospitalité, dans le monde et heu et de la vision, globale que les touristes peuvent avoir et je reste persuadé aujourd'hui que l'avenir de l'hospitalité, va se disputer sur 2 grandes destinations, c'est l'Amérique du Sud et l'Afrique. L'Afrique avec peut-être plus de difficultés et des structures, plus réduites, mais sur du très grand luxe et sur des petits resorts et lodges où très peu de compagnies internationales ont réussi à faire main basse, un marché très local. L'Amérique du Sud L'Amérique du Sud a été développée par des grands groupes, sans citer Accor, mais sur de l'hôtellerie plus économique que de luxe. Mais l'Amérique du Sud est un nid de ressources, heu, illimitées. Le Ouais, projet ici sur lequel je suis arrivé il y a 3 ans, donc après, avoir eu cette discussion avec ce client, isolé, il y a maintenant plus de 4 ans, heu, sur l'île et le resort sur lequel j'étais. On parle de ces destinations et on parle du Brésil et on parle de l'Amérique du Sud et il s'est avéré que j'avais un voyage prévu une semaine après, sur le Brésil et le client me prie, il me supplie d'aller visiter, et de rencontrer, ce projet, à Sao d'accord. Paulo qui est un projet, qui il y a 12 ans était, un chantier et qui a été un chantier pendant,
pendant une dizaine d'années au cœur de São Paulo. Donc je me rends à São Paulo, à Rio et tout le Brésil pendant 15 jours en visite, sales call, très intéressante et effectivement, j'arrive à São Paulo passer une semaine et le rendez-vous, s'annule et se reporte et finalement, je rencontre le propriétaire de ce projet et qui est un hôtelier dans l'âme, qui a construit plusieurs hôtels à Paris, dont dernièrement le Royal Monceau à Paris, qui est Alexandre Allard. Et d'une réunion de 20 minutes pour un Ouais, café s'éternise en une visite de chantier de 5 heures, suite à c'est laquelle, très on me propose de rejoindre le projet. Et bien évidemment, j'accepte sur le champ, sans consulter ni mon épouse, ni quoi que ce soit, avec ah bien oui, évidemment des entretiens avec le groupe Rosewood qui avait été choisi, pour, s'occuper du management du projet. Donc arrivé il y a 3 ans, pendant 10 ans, quelle est la découverte du projet? Je pense qu'il faut comprendre un projet pour le faire naître, pour le diriger. Alexandre Allard a sollicité, des génies de l'architecture, du design. Donc, ce projet est quelque chose, d'extraordinaire. C'est la préservation et la reconstruction, d'une partie d'un hôpital abandonné depuis 25 ans au cœur de São Paulo. Un hôpital, mythique qui a été, créé par, une des familles les plus riches, à l'époque, au début du XXe siècle, en Amérique du Sud, qui a construit, l'énergie de la ville de São Paulo, qui a donné, accès aux soins médicaux à São Paulo, et un projet, démentiel qui récupère ce projet abandonné qui a été voué à devenir des tours, de béton, nouvelles dans cette ville de béton. Mais le projet est conservé et une partie de l'hôpital, la maternité, un lieu de naissance, est transformée, en hôtel. Et à côté de cette superbe. maternité, pour donner plus de chambres, puisque la maternité, aujourd'hui n'a qu'une cinquantaine de chambres, une tour Sérégie, une tour dessinée et construite par Jean Nouvel, heu, Oui, une un jardin vertical, une tour, emblématique qui probablement pourrait devenir le symbole, si ce n'est déjà le symbole de la ville de São Paulo, comme la tour Eiffel l'est à Paris ou d'autres buildings le sont dans le reste du monde. Donc, Jean d'accord. Nouvel pour une tour nouvelle, Philippe Starck pour des volumes, des accès et la direction artistique du projet, global. Et un autre Ouais, architecte qui est arrivé un petit peu plus tard, Udi Ricciotti, qui construit un bâtiment juste à côté, encore plus novateur, Aya, formé de lianes de béton, un bâtiment heu, qui abrite aujourd'hui des bureaux et des salles de réunion, pour l'hôtel aussi. Donc, des grands talents réunis. je suis toujours très surpris d'entendre ces noms. L'un de mes invités, Laurent Taillet, m'a parlé de Jean Nouvel, Philippe Starck, qui sont des géants, C'est le dans seul, l'industrie. hein. C'est le seul qui peut en parler parce qu'en fait, c'est la première fois que Jean Nouvel et Philippe Starck collaborent ensemble ici au Brésil et ils ont renouvelé cette expérience, à Paris avec, monsieur Taillet. Mais c'est la première Waouh! fois Avec le Two Hotels, qu'ils collaboraient, d'accord. ouais. Ah, je savais pas du tout, mais alors, c'est vrai que les 2 noms, je les avais entendus évidemment beaucoup de fois et je suis toujours étonné qu'ils soient dans autant de projets et donc là, ils collaborent ensemble, donc c'est que ça c'est on peut espérer, et tu vas nous dire ça, bien passé au Brésil de et du coup, ils ont reproduit l'expérience en France. Exactement. Hem, du coup, voilà, je voulais un petit peu savoir au niveau pour reprendre où on en était, dans la construction, dans l'évolution, dans la préouverture, comprendre aussi quels sont les challenges d'une telle ouverture au Brésil, en plus dans un contexte particulier en 2021. Alors les contextes sont particuliers pour le reste du monde. Je pense qu'il faut resituer le Brésil, dans un contexte très différent. Tous mes collègues de chez Rosewood, fait face post-pandémie à des problèmes de recrutement. On pourrait en parler plus tard, mais je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui. On est dans une ville, une des plus grandes villes du monde. Je n'ai pas ce problème de recrutement. C'est-à-dire que São Paulo n'a pas aujourd'hui de problème de recrutement. On ouvre les portes d'un D'accord. hôtel et on recrute. Alors il est vrai que le marché de luxe, n'est pas très existant à São Paulo. Il n'y a que très peu d'hôtels de luxe, mais il n'y a pas ce problème. Dans la construction, la même chose. C'est une ville qui est, à 100 à l'heure. C'est le New York de l'Amérique du Sud, sur un format
très semblable. En fait, le format brésilien est un format très copié du modèle américain et São Paulo très copié sur le modèle new-yorkais, avec probablement une vingtaine d'années de différence. La construction du projet pendant une période de pandémie, pré- et post-pandémie, bien évidemment, aucune célébration de dire que la pandémie a aidé. La pandémie a été quelque chose de terrible pour le monde entier, géré au mieux ou pas par tous les pays. Mais effectivement, ici au Brésil, il y a eu un souhait très fort de ne pas arrêter l'économie et de ne pas arrêter la construction et tous les milieux de la construction. Donc le projet, avec quasiment, mais aucun problème, aussi bien d'accident, du travail, que de risques, avec le Covid. Il y a eu bien évidemment des gens infectés, mais il n'y a eu aucune perte dans les équipes de construction, ni dans les nôtres, bien sûr, de l'hôtel, je touche du bois, pendant cette période. Et le projet a été maintenu à une vitesse, et j'ai envie de dire plus ou moins ralentie pour des problèmes d'approvisionnement, qui Mmh. sont des conjonctures accumulées entre les problèmes du canal de Suez bloqué. Mais l'avantage énorme euh, de ce projet ici à Rosewood, São Paulo, c'est qu'en fait, l'approvisionnement, il est local. C'est un projet qui est dessiné au D'accord. Brésil par des géants comme Philippe Stark, Jean Nouvel. On a amené du savoir-faire, parfois français. Les ateliers trans sont venus ici, mais pour former des gens du Brésil. Donc, en fait, il se passe qu'on est sur un projet qui n'a pas été pris au sérieux au départ. Au Brésil, le luxe est importé. C'est un message un petit peu, on va dire, il y a un syndrome ici de, comment dire, il n'y a pas la fierté nationale d'un produit. D'accord. Donc, en fait, tout ce qui est luxe doit être importé pour le Brésilien. Mmh. Et en fait, le projet, depuis les origines, ont été très, très clairs et les directives données à Philippe Stark, probablement, et à Jean Nouvel, mais dans la construction, étaient de dire tout viendra du Brésil. Donc, les bois viennent du Brésil, les marbres viennent du Brésil. En fait, les plus beaux marbres du monde et les plus chers du monde ne sont pas en Italie, ils sont au Brésil. Le choix de couleurs est incroyable. Et donc, tout l'approvisionnement de toutes les matières premières, du ciment au bois, au marbre, vient du Brésil. Donc, effectivement, quelques ralentissements de circulation dans le pays. C'est un pays qui circule que par la route, il n'y a pas de moyens ferroviaires. Donc, certains ralentissements d'approvisionnement. Très, très peu d'approvisionnement international, même pour les équipements hôteliers. On a essayé de favoriser le local. En fait, on s'aperçoit que beaucoup de choses pour le reste du monde sont fabriquées ici. Le pays a été très fort sur beaucoup de choses. Il Ah oui. favorise la production nationale. Les produits internationaux sont taxés. Et donc, on s'est retourné sur la production nationale, même pour les produits hôteliers qui, généralement, dans des secteurs similaires, dans l'hôtellerie, sont importés pour une question de luxe et Mmh. de, de, de visibilité. D'accord. Et donc, on comprend bien qu'il y a pas de difficulté, enfin, assez étonnamment peu de difficultés au niveau du recrutement du personnel. Moi, peut-être que je me trompe, mais, j'ai une perception quand même que le niveau de service est un petit peu différent au Brésil. Là, tu ouvres une marque, qui va être Rosewood, qui là-bas n'est pas connue. Comment est-ce que tu t'assures justement de ce niveau de service, de la formation du personnel, de la bonne transmission de la philosophie, et cetera, et cetera? Alors, c'est vrai que c'est le challenge paraît de taille sur le papier. On est le seul hôtel Rosewood sud hémisphère, donc il n'y a pas d'autre hôtel aujourd'hui au sud de l'équateur pour la marque Rosewood. Donc, même étant racheté étant rattaché, non pas racheté, rattaché sur le continent américain, Rosewood est partagé entre le siège à Hong Kong et des bureaux satellites, un en Europe à Amsterdam et un autre aux États-Unis, aujourd'hui à Los Angeles. Mais effectivement, on est un petit peu détaché et loin. Sur place, c'est vrai, ça peut être tout à fait l'image qu'on peut avoir du Brésil. Mais encore une fois, il faut situer l'histoire du Brésil, un des pays, probablement le pays qui a connu le plus d'esclaves au monde, un pays où les colonies sont arrivées, aussi bien les Portugais que les Français. Il faut resituer, je pense, aussi l'histoire du service.
dans cette conjoncture actuelle. Je pense qu'il y a aujourd'hui dans l'univers du luxe et du service une très grande différence entre to serve and to please. Donc, est-ce que c'est une servitude ou est-ce que c'est vraiment plus une expérience de service Ouais, de promulguer un service? Donc, effectivement, au Brésil, tout le monde a du personnel à la maison, tout le monde a des babas pour s'occuper des enfants, tout le monde a du personnel de maison. Effectivement, il y reste et on peut le dénier, mais il reste non pas un côté colonisateur, mais un côté servitude très très fort. ouais, ouais. Euh, le, Même si on peut penser que le service n'est pas reconnu au Brésil, le désir de faire plaisir, le désir de, de, de donner un service à des clients, il est très fort. Il est très fort, il existe. Il a été probablement en panne de guide, en panne de leadership pour l'avoir, mais il est dans les bases d'éducation de tout le monde au Brésil. Donc, c'est plus une question de training, c'est plus une question de leadership. Donc, si j'ai eu sur ce projet des problèmes de recrutement, c'est uniquement sur le management où on a besoin d'avoir un management avec une expérience internationale. J'ai Mmh. marqué sur Intéressant ça. mis à part mon cas, 100% d'une équipe brésilienne. J'ai, après un an d'ouverture, fait venir quelques collaborateurs de Rosewood ou non, étrangers ou non, mais avec une expérience plus exposée sur l'international qui était important. Donc, Mmh. on fait le training sur place, mais la base est excellente. La base est bien plus forte que dans des pays asiatiques où ces notions de service n'existent pas du tout. Mais le service n'est pas, c'est un service à un sens. C'est un service qui n'est pas un service d'échange avec la clientèle et qui change aujourd'hui par beaucoup de choses. À nouveau, copié d'un modèle américain où on serve just to serve. Donc, Ouais. on demande dans un restaurant un verre de vin et un plat, on va l'avoir. On va l'avoir avec certitude, il y a pas de souci, il y a pas besoin de redemander, il y a pas besoin de répéter la commande. Est-ce qu'il y a un échange avec le client? Yes, ces dernières années, probablement pas. Aujourd'hui, c'est ce qu'on veut ici au Rosewood, c'est offrir une expérience, c'est offrir une communication. Donc, c'est probablement le plus dur dans la transmission de démocratiser, d'ouvrir, de faire que les équipes soient plus confortables, non pas à servir avec une servitude, mais à offrir un service, à sortir de derrière une réception, à être agréable et à être confortable sur un espace de travail dans un restaurant. La diversité du personnel a joué là-dessus. On a une diversité intense, plus que large, elle est intense dans les équipes qui viennent. On a même été obligé de donner des instructions lorsqu'on est allé sur le recrutement. On a aujourd'hui 470 collaborateurs sur l'hôtel, de prendre des gens qui, à défaut, n'ont volontairement aucune expérience de l'hôtellerie de luxe, mais probablement que de la restauration de rue. On a fait des efforts surhumains pour non pas les convaincre, mais de convaincre les équipes de management, le mid-management, que Ah c'était oui. la solution. Heu, Généralement, ce genre de décision stratégique, ça reste stratégique, les intervenants de mid-management sont ceux qui sont réticents à ce genre de changement. Effectivement, c'est très facile de se dire, on prend les personnes qui sont existantes dans les établissements similaires, une compétition relativement réduite, mais d'une compétition qui n'offre pas le même produit que ce que le Rosewood São Paulo offre aujourd'hui. Le Rosewood São Paulo est un lieu de lifestyle, c'est pas un hôtel classique. C'est Est-ce que c'est un produit révolutionnaire? Bah, probablement pas. Et puis j'espère que le produit a beaucoup d'humilité malgré ses grands noms de design et de la Ouais. construction. Mais c'est un produit destiné aujourd'hui, 85 des clients des restaurants ne sont pas des clients de l'hôtel. Donc c'est un lieu de vie de São Paulo. Les Brésiliens sortent, Brésiliens vont au restaurant. C'est un lieu où on ne vient pas une fois par mois ou une fois par an pour une expérience culinaire. C'est un lieu de vie où on vient
un café, c'est un lieu de vie où on vient pour un mariage, c'est un lieu où on vient pour un déjeuner, un petit déjeuner ou un dîner. C'est surtout un lieu où on revient. Donc, Ouais, les équipes doivent, l'assimiler, les équipes doivent le comprendre et jusque-là, ça marche. On a des difficultés, quotidiennes comme tous les hôtels du monde, ouais, mais dans la j'imagine. stratégie et dans la vision qu'on a de cette hôtellerie, de ce qu'on veut, délivrer à São Paulo, ça fonctionne. Les réticences viennent plus parfois de nos clients qui sont habitués à des établissements, stérile, avec un service, gants blancs, d'une expérience gastronomique, Oui. et qui s'attendent d'un hôtel positionné 5 étoiles, luxe, à une expérience similaire à ce qu'ils ont connu ces 20 dernières années. Et bah, voilà, le luxe change, évolue, pas seulement à São Paulo, dans le reste du monde et il faut l'accepter, il faut le vivre et puis, bah, ça fonctionne même très bien. Ouais, mais ça, c'est intéressant comme point. Donc, il peut y avoir une réticence. Enfin, j'essaie de comprendre à travers de ce que tu dis, connaissant pas très bien ce pays. Des locaux peut-être assez fortunés, habitués à avoir le personnel que peut-être on retrouve dans tes établissements, plutôt à leur service chez eux. Et pour eux, ils n'ont pas du tout l'habitude de ces standards-là quand ils arrivent dans un hôtel, c'est ça? Absolument. Je pense que je me suis, exprimé et tu m'as tout à fait compris. Et c'est pas seulement sur le service, c'est même sur des lieux de vie, sur des concepts de restauration, sur des concepts de design. On a une salle privée exceptionnelle avec, une cuisine, des fourneaux Molteni au milieu de la salle, avec une interactivité avec le service et la cuisine. Tous les clients qui sont venus visiter trouvent la salle absolument magnifique, mais, veulent fermer et cacher la cuisine qui est un lieu, où normalement le personnel est là. Ils veulent mettre des Ouais, buffets, dans cette salle alors que ces fourneaux sont le lieu de vie, c'est la pièce, c'est même pas cuisine indépendante, ces fourneaux sont la pièce maîtresse de buffet et on a été très strict et encore une fois avec les équipes de vente, de dire: «Non, ça sera on ne fera aucun compromis, ça fonctionnera comme ça et les gens le comprendront et il faut qu'on arrive à comprendre le concept» et je mmh, pense que d'avoir des grands noms de l'architecture, ou de design comme Philippe Stark qui est très strict sur des concepts, hem et quand on le comprend et bien et qu'on l'assimile, on peut s'en servir et et ça oui, fonctionne et puis c'est un backup connu. C'est pas c'est nous un qui label. inventons un concept, c'est un label et il faut le Mmh, vivre, mais il faut y croire et parfois il faut de la condition aussi. Hem, il faut lancer le produit. Il est lancé depuis un ouais. an. Il manque encore, 1 ou 2 années, pour que tout soit à 400 mais aujourd'hui ça fonctionne très, très bien déjà depuis un an. Et alors j'ai, une autre question un petit peu liée à ce territoire et à, l'actualité, je veux dire planétaire, mais enfin, en tout cas de la planète, qui concerne le luxe et le développement durable. Comment est-ce que, surtout avec, ces grands architectes, qui sont plus sensibles au sujet, comment est-ce que vous arrivez à combiner ça dans une ville gigantesque comme Sao Paulo? Moi, je me la représente, comme des énormes gratte-ciel, pas du tout comme un lieu vert. Comment est-ce qu'on arrive à un petit peu mélanger les 2 et faire qu'on ait et un lieu de vie et un lieu le plus respectueux possible de l'environnement? Absolument. Il faut bien, repositionner. Ce produit est le plus grand, projet, vert, aujourd'hui au Brésil, dans un projet, au milieu de la ville de São Paulo. D'accord. Je pense qu'il faut, repositionner également le Brésil. Le Brésil est probablement la solution à ces projets d'écologie et de sustainability, Mmh. plutôt que le problème. Le Brésil et et sans même s'étendre sur des problèmes, politiques qui ne sont pas forcément des problèmes, a probablement, eu une déficience de communication et de visibilité sur l'international ou probablement, des données erronées sur l'international. Rosewood São Paulo, est dans 2 mois, au 1er janvier, 2023, un produit 100 en énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'on a un projet, aujourd'hui, le projet est, depuis l'ouverture, à 85 d'énergie renouvelable. Il faut savoir que le Brésil, en termes général
d'énergie contractée par le commun des mortels, d'énergie domestique à la maison est aujourd'hui à près de 70% d'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'on parle en Surprenant. Europe D'accord. de nucléaire, on parle en Europe de charbon, on parle aux États-Unis de pétrole, bien évidemment. Au Brésil, l'énergie aussi bien de barrages que d'éoliennes ou de solaire. Mmh. Aujourd'hui, le Brésil est à 68 ou près de 70% d'énergie renouvelable. Ouais, c'est Heu, surprenant. le Rosewood São Paulo aujourd'hui, par des contrats de 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 brokers et de négociations de différentes sources d'énergie. Nous sommes à 85% et nous avons signé un contrat de 15 ans, hem, pour, à partir du 1er janvier, être 100% en énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'il Waouh! y a une ferme de panneaux solaires en construction à l'extérieur de São Paulo qui va approvisionner, l'immensité du projet, puisque c'est un hôtel, mais c'est un projet, commercial avec, un un lieu de vie supplémentaire qui va ouvrir, l'année prochaine, avec salle de concert, avec boutique de luxe, boutique de non-luxe, 30 restaurants supplémentaires. Le le projet, entier sera 100% énergie renouvelable. Donc, est-ce que c'est difficile dans une ville comme São Paulo? Oui, ça paraît difficile, mais il faut resituer, cette ville à l'intérieur du Brésil et dans un pays qui est, heu, à l'aube, d'obtenir une neutralité carbone et probablement plus rapidement que la plupart de toutes les plus grandes villes du monde. Donc, le projet depuis 10 ans, a un seul souci, c'est d'être, heu, un exemple en termes de sustainabilité, un exemple, en termes de production et je reviens sur les matériaux utilisés. Donc les challenges qui ont été donnés à Jean Nouvel et Philippe Starck en disant: «C'est, 0 importation». C'est-à-dire que l'importation, c'est l'importation du savoir-faire, peut-être de certains hommes de talent, mais la production des produits, tout sera fait ici sur place au Brésil. Mmh. Heu, En marbre, en bois, en béton, en tout. Heu, le projet est aussi un projet visuel pour la ville de São Paulo. C'est-à-dire que ce jardin vertical, c'est 250 arbres, de jusqu'à 14 mètres de hauteur plantés sur une tour verticale à, 30 étages de hauteur, paraissent, déraisonnés. C'est des tests pendant 10 ans, des tests, des espèces d'arbres qui pourront être plantés sur cette tour, parce qu'un arbre de 14 mètres de hauteur, il y a des concepts de savoir comment l'enraciner sur une terrasse, comment fixer les racines, comment les qu'elle soit sûre qu'il n'y ait pas de problème de vent, donc des analyses de vent sur la tour, de Ouais. vent, contraire, des vents les plus forts, de contrôle de flexibilité des branches de certaines espèces d'arbres. Donc c'est un projet de 10 ans, pour savoir comment cette tour végétale, heu, va sortir de terre et va va être dans São Paulo ce nouveau symbole. Ouais. Mais, rien que la restauration de ce building, cette maternité qui aurait pu être détruite, qui aurait pu, être, effectivement une nouvelle tour de 30 étages de béton. C'est 10 ans d'efforts pour arriver, avec tous les standards, d'accès, tous les standards de sécurité, de rénover un building, existant d'un siècle, et de respecter, la construction, de respecter, l'âme du projet et de redonner vie, Ouais, ouais. à ce building. C'est, on sent à travers tout ce que tu dis à quel point le projet est précurseur et innovateur. C'est vrai que je m'attendais pas à autant de d'innovation et de recherche, de tests, faire tout ça. Donc j'espère que ça inspirera aussi, d'autres architectes et d'autres hôteliers, à travers le monde après à développer de tels projets. C'est aussi, je pense, un petit peu Je pense que l'idée. c'est un teamwork, hein. Je pense que des gens comme Philippe Starck, Jean Nouvel, Rudy Ricciotti ont déjà cette âme, bien Mmh. évidemment. Mais je pense que d'avoir hem, un personnage comme Alexandre Allard qui est, l'initiateur de ce projet et d'avoir une équipe de travail autour et de challenger chacun au quotidien et depuis l'ouverture de l'hôtel, de challenger à nouveau les 475 collaborateurs, d'impliquer jusqu'au dernier service du client, ce projet.
on est loin des années derrière, le symbole de la paille en plastique, sur une île. La paille en Ouais, plastique, c'est un détail, qui bien évidemment, ces détails font et aident à sauver, mais on en est bien, bien loin, dans notre empreinte carbone. Je veux dire aujourd'hui, on se veut à d'autres actions sur place, au milieu de la ville et c'est parfois des efforts, qui coûtent, d'investir dans des, biodigesteurs et que tout ce qui est, déchets organiques à collecter, ça coûte plus cher parfois, la collection coûte moins cher. De casser le verre, et de récupérer jusqu'à 5 tonnes de poussière de verre, plutôt que d'exporter, du verre et que ça parte en déchetterie. Les déchetteries ici, au Brésil sont extraordinaires et d'un niveau d'avancée technique, absolument remarquable. Le tri, à São Paulo est déjà une affaire, conquise par la ville, alors que certaines villes en Europe, sont toujours, assez loin. en Donc, effet. dans l'importation, la même chose. On a un désir ici, de ne pas avoir d'importation, d'eau minérale, donc on produit notre eau, sur place, ici à l'hôtel et c'est la seule eau, qu'on propose à nos clients, des détails, aussi simples, mais qui sont des détails de taille, Ouais, l'élimination du plastique est bien évidemment un élément, qui est, à la base de beaucoup de choses et qui doit être à la base des discussions avec les équipes, à au quotidien, au quotidien. Mais plus facile au Brésil que dans d'autres destinations où, d'accord, ouais. les standards, sont mis en place. Alors bien évidemment, mon expérience des îles et la phobie, de la gestion des déchets et du waste a probablement contribué, à accélérer, à cet J'imagine élément. en effet, ouais. Mmh. On est probablement, un des bons exemples, même dans la gestion, et dans cette innovation, pour les autres hôtels, Rosewood, qui forcément ne sont pas dans des destinations, aussi vertes et aussi, sensibilisées, que le Brésil. Alors le Brésil est-ce que justement ce mauvais positionnement à l'international, cette vision, du Brésil n'a pas au contraire aidé le Brésil à faire sa propre révolution et un jour acclamer aujourd'hui, acclamer, en disant: «Mais qui est déjà venu? Qui est déjà a déjà été en Amazonie? Qui peut parler du Brésil sans connaître le Brésil?» Et vous, autre pays, civilisé en Europe, ou autre, qui continuez à travailler sur du nucléaire, comment pouvez-vous critiquer le Brésil? Ouais, Aujourd'hui, sans aucun doute, le Brésil est un exemple, pour beaucoup de choses, pour beaucoup de choses. ouais, Avec sûrement des difficultés, mais je pense que tous les pays ont des difficultés. complètement. Heu, C'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai qu'à travers, l'actualité, notamment, tu parlais de politique, et les élections présidentielles dont on entendait beaucoup parler en France il y a quelques semaines, c'est pas du tout l'image qu'on en a, donc je suis content que tu puisses apporter un nouvel éclairage. Je voulais maintenant, élargir, sur, du leadership, un petit peu interculturel. Toi qui as travaillé, managé, dirigé des équipes tellement différentes, un petit peu quel leader tu es? Et peut-être aussi si tu as, un conseil à quelqu'un qui aimerait, par avoir ce type de voix et partir dans du leadership, interculturel, quel est le meilleur conseil que tu pourrais lui donner? alors mon type pour répondre à ta question, mon type de leadership, je pense qu'il s'est formé, au fil des années en fonction des leaders que j'ai rencontrés. Alors, Ouais, je vais pas tous les nommer, mais j'espère avoir pris, le meilleur de chacun, probablement les défauts de certains aussi, mais j'espère pas trop des défauts. Je pense qu'on apprend beaucoup, même des gens, dont on respecte le leadership et de ceux dont on espère ne pas recopier. Donc on apprend mmh, beaucoup des gens avec qui on travaille et effectivement, je pense que c'est important de changer de leadership et d'avoir une éducation, très diversifiée. Je pense que d'avoir une éducation diversifiée, et internationale joue probablement aussi, heu, dans l'expérience. Donc un type de leadership, le mien propre, le définir, c'est probablement difficile et on revient souvent sur des choses qui sont standards, mais j'ai probablement un management qui travaille à la confiance, et je continue à penser que la confiance, c'est
2 sens, c'est pas un sens unique. Oui. Alors, donc j'espère être reconnu, parfois j'ai toujours peur quand on me dit que je suis, le plus gentil des managers ou le plus sympa ou autre, c'est toujours un petit peu, une phobie. J'espère être juste, que dans un leadership, si on est juste, heu, c'est je pense le plus important. Mais la confiance, travailler la confiance, est quelque chose pour moi le plus important dans les équipes proches et dans les équipes moins proches d'ailleurs. C'est pour moi une condition sine qua non du travail. Ouais, Comment l'inspirer, à des gens, et où? Ouais, je pense que de différencier un leadership, les nouvelles générations bougent plus vite que les générations, comme la mienne, donc ils sont très impatients. Donc je pense que ça va être naturel d'aller sur des expériences de leadership différents, et de réponses. Être à l'écoute, oui, avoir, une politique de porte ouverte, c'est du classique déjà d'années, de 20, 30, 40 ans. Hem, mais bien sûr que, heu, je pense que l'expérience, diversifiée est celle qui va donner le le plus et qui va former. Hem, j'ai probablement, 3, 4, 5 grands leaders avec qui j'ai pu travailler et inspirer. On travaille probablement plus pour des gens, pour des sociétés. Donc je pense que à chaque niveau, dans un hôtel, le management individuel, d'un restaurant manager ou de division, est très, très important et on travaille pour ces gens-là. Hem, le poisson pourrit par la tête, donc bien évidemment l'exemple prédomine, à la tête de l'hôtel. Mais on tout travaille, à je fait, ouais. pense, même aujourd'hui pour moi, à la tête d'un établissement. Avant tout, même si une marque est importante, mais on travaille pour les leaders de cette marque, que ce soit un président, un CEO, les personnes à qui on reporte. C'est le lien direct et c'est ces gens-là qui sont cette source d'inspiration aussi au quotidien. Mmh, ouais, c'est, en effet, très intéressant de on voit bien ton positionnement entre, ce que j'appelle les managers terrain, les managers, à moyenne échelle dans le positionnement qui font, la qualité de l'établissement et en même temps le positionnement entre des propriétaires, ceux qui créent la marque et toi qui as un rôle, vraiment, de faire le lien entre tout ça, le liant et de transmettre toute cette philosophie de marque, toute cette qualité et voilà, je trouvais intéressant d'avoir ta vision de leader à travers tout ça. Je voulais ouvrir sur, cette fois-ci un petit peu ton passé et refaire un voyage en arrière. Si tu pouvais, parler au Édouard de début de carrière, il y a quelques années, qui commençait tout juste l'hôtellerie, hem, qu'est-ce que tu lui dirais? Et peut-être si tu pouvais, est-ce que tu changerais quelque chose de ta carrière? Oui, je pense que je ne serais pas dans l'hôtellerie. Je dirais au Édouard, il y a 30 ans de faire non. Hem, c'est je pense qu'il faut faire ce dont on a envie de faire et ce dont on est passionné. Je pense que l'hôtellerie offre aujourd'hui, cette chance incroyable d'avoir, une vie tellement diversifiée, tellement, heu, pleine d'opportunités, de rencontrer, des gens extraordinaires, je pense qu'on a un rôle éducationnel avec les équipes, mais on a un rôle éducationnel aussi avec les clients, comme on parlait avec le En Brésil effet. et les mentalités changent. Hem, Même si on voyage pas à l'étranger, même si on reste et je pense que c'est un désir profond. On peut être attaché, à des racines et parfois on s'oblige à faire des choses, on s'oblige à des exemples. Je pense que c'est pas juste du tout et on s'oblige parfois à vouloir promouvoir des gens. Il faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne veulent pas et il y a des gens qui veulent Ouais, rester, qui sont les meilleurs dans ce qu'ils font et ces gens-là, il faut leur donner cette confiance et il y a des gens qui ont besoin d'être boostés. On veut former des gens, heu et les améliorer en travaillant sur leurs défauts. Non, non, je pense qu'il faut travailler sur leurs qualités et les rendre meilleurs dans ce qu'ils sont déjà ouais, excellents. Mais, en donc faire des spécialistes, en faire dans des leur métier. spécialistes et surtout ne pas s'obstiner à vouloir, faire progresser des gens qui n'ont premièrement aucunement l'intérêt ou l'envie de changer, laissons les gens extraordinaires là où ils sont extraordinaires et les rendre encore plus extraordinaires et leur garder cette motivation à être
et à délivrer de l'extraordinaire plutôt que Ouais, à créer peut-être des déceptions ou des faux rêves, ouais, des frustrations, ouais. des frustrations futures. Retour 30 ans en arrière à Suédoire qui commence. Aucun regret, bien évidemment, probablement des scénarios différents sur des choix de vie, mais jamais avec un seul regret. Mais probablement un choix de rester dans ses convictions, pas d'aller trop vite, pas d'être trop en retard non plus, mais de rester dans ce qu'on pense. Et euh, probablement j'aurais pu même être euh, plus jeune, diriger des établissements, mais il faut être prêt. C'est un gâteau qu'on sort du four un peu trop tôt. Mmh. C'est même plus un soufflé. On peut plus le remettre dans le four après. Donc, Ouais, il faut rester dans ce qu'on aime faire et sauf si vraiment une vocation soudainement apparaît. Si j'ai eu cette chance ou malchance, mais de tomber en amour pour l'industrie de luxe hôtelier et d'y rester fidèle parce que c'est là où j'ai eu plaisir à travailler avec, comme tu l'as mentionné, des propriétaires, des architectes, faire des ouvertures, des cultures différentes, de voyager. Est-ce que j'aurais pu avoir cette même passion dans l'hôtellerie économique et diriger des équipes plus jeunes? Euh, Peut-être, et heureusement qu'il y a des gens qui auront ce plaisir, mais aucun regret, et je pense que je n'aurais pas eu le même plaisir, je pense que je n'aurais pas eu le même leadership et l'expérience qui m'a formé aujourd'hui, ouais, et je me rends compte aujourd'hui que bah, c'est l'expérience qui donne ce leadership. C'est bien évidemment des universités, des formations et des leaders, mais des leaders et des formations universitaires ne sont que des expériences supplémentaires et des expériences de vie partagées aussi. Donc ouais, tout à fait. aucun regret, Bon, ça bah, c'est c'est certain. je pense Pour qu'on quelqu'un qui vit pourrait, sur le futur plus que sur le passé, ouais. mais ce retour en arrière est fun, mais absolument aucun regret. Il est toujours bénéfique, ça permet de se situer où on en est. Mais en effet, je pense que c'est important de ne pas regretter, les actions et les choix qu'on a fait. Puis c'est tellement plus facile, de dire: «J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça» quand on a tous les éléments entre les mains. Mais généralement, au moment T dans sa vie, c'est pas forcément le cas. Je voulais, faire une petite, pause amicale podcastique, pour amener l'attention vers mon audience. Tu sais que chez toi, donc tu dois batailler très certainement à São Paulo comme ailleurs pour avoir des bonnes notes TripAdvisor de tes clients et des bons commentaires. Moi, je bataille pour avoir des bonnes notes et des bons commentaires de mon audience et malheureusement, il n'y a que sur Apple Podcast qu'aujourd'hui on peut mettre des commentaires et j'aimerais avec, ton accord que, on emmène l'audience vers, un commentaire spécial dans lequel ils mettront, le mot ou les mots de ton choix et qu'en échange de ça, tu leur offres quelque chose de particulier et la parole est à toi. Ouais, avec grand plaisir. Alors, avant même de rebondir là-dessus, heu, je me bats plus pour avoir les bonnes notes. Comme je te l'ai dit, type de management Moi et d'un aussi. management juste. Donc je pense que, on construit sur le feedback, on construit sur le feedback des clients tant qu'il est juste, que ce soit sur des plateformes, de réseaux sociaux, de TripAdvisor ou autre. Tant qu'il est juste, il est constructif. Donc c'est le plus important. Certains, réseaux, sont un petit peu, non pas diffament, mais sont un petit peu inappropriés, aujourd'hui dans nos secteurs. Donc je pense il faut être juste et être très constructif Mmh. et il faut surtout accepter la critique. Il faut accepter, de recevoir, au quotidien. On a beaucoup d'outils, ici, sur l'hôtel, et il faut surtout ne pas forcément corriger, que nos convictions, ont été, générées pour créer des signatures ou des éléments, porteurs, ne pas changer des concepts juste pour, satisfaire 5 d'un auditoire. Donc je pense que Ouais. c'est important d'être très juste. Mais oui, oui, alors il y a beaucoup d'art, nous, ici à São Paulo. On n'a pas parlé du tout de l'art, on a parlé de la construction, on a parlé des grands architectes, mais en fait, l'hôtel s'est construit autour d'artistes,
C'est pas une exposition, c'est des gens qui ont participé à la construction de l'hôtel. Des artistes parfois de rue ou qui sont même dans la rue, comme des artistes internationaux célèbres. Et on travaille beaucoup avec ces artistes. On travaille localement. On a, la première fois dans ma vie, on a des tours guidés de l'hôtel qu'on fait payer à nos clients, de l'hôtel ou de l'extérieur de l'hôtel. On a un art concierge qui fait Superbe. visiter tout l'art de l'hôtel. On a Ouais. 60 artistes. Tous les étages de l'hôtel ont un artiste différent qui a décoré ces étages de chambre. Mais, mais oui, un petit mot pour le podcast. Je pense que être dans le juste et accueillir ces gens avec une bonne note, j'aurais plaisir à accueillir tout le monde à Sao Paulo et peut-être leur faire partager l'art et travailler avec un artiste pour préparer une impression, une réimpression d'une pièce d'art plutôt que sur un produit hôtelier, de dire je vous accueille dans un restaurant. Je préférais donner un souvenir du Brésil et de São Paulo plus artistique pour un artiste qu'on a sorti de la rue, un artiste qui vivait dans la rue et avec qui on a refusé de faire du dépôt d'art dans notre art library et on a Ouais. acheté, on l'a financé à hauteur de 50 ou 60 000 dollars. On l'a sorti de la rue. Aujourd'hui, il est stable, il est brillant et d'offrir un échantillon de son art à nos visiteurs ici à São Paulo, ce serait un grand plaisir de partager ce qu'on a fait avec lui et puis de Sublime. partager l'art brésilien, un art très particulier qu'il a mis en place dans un de nos restaurants. Sublime. Eh ben, écoute, les insiders qui sont nos auditeurs vont accourir à Sao Paulo pour venir te rencontrer et faire cette visite avec toi. Merci pour cette belle offre. Je reviens sur quelque chose, un autre type d'art, pourquoi pas d'ailleurs. Autour de la lecture, est-ce que tu as un livre que tu recommandes? Hem, Encore une fois, c'est très personnel, donc je pense qu'il y a des livres qu'on aime et heureusement, il y a des millions d'auteurs et des millions de choses. J'aime m'évader dans les livres, donc j'ai un livre récemment que j'ai lu en arrivant et que j'ai relu récemment, qui est Rouge Brésil, qui est cette découverte du Brésil et que je recommande parce qu'en fait, on peut découvrir le Brésil et on peut peut-être comprendre le Brésil à la lecture de, Heu, de ce livre qui m'a séduit, et qui m'a permis de m'évader. Mais j'aime m'évader dans tout, donc j'aime m'évader dans des récits historiques, j'aime m'évader alors il y a que la fiction et la science-fiction qui m'attirent pas. ouais, Mais, mais je pense que c'est très personnel un livre, donc plutôt que de parler d'un tout à livre fait. philosophique ou un livre marquant, éducatif, heu, ouais, oui, oui. Le dernier, qui est pas le dernier que j'ai lu, mais le dernier en tête qui m'a Celui marqué et qui t'a puisqu'on marqué. on est ciblé aujourd'hui sur ce projet du Rosewood São Paulo, je pense que, Ouais, Rouge Brésil est ce livre, à ne pas rater, avant n'importe quelle visite au Brésil. il est parfaitement aligné en effet avec notre sujet. Est-ce que tu as, dans cette ligne ou une autre, également une citation favorite? Une citation, j'en ai plein parce que j'adore les citations et je m'en sers, au quotidien, même parfois pour accueillir des clients, mais heu, mais j'en ai une que j'aime beaucoup qui est fun et dans la victoire, vous méritez du champagne et dans la défaite, vous en avez besoin. Donc Pas le mal. côté festif, c'est peut-être le French touch ici, Ouais. heu et ouais, j'aime beaucoup parce elle est ni poétique ni autre, mais Très mais réaliste. elle est réaliste. Je pense que c'est Ouais. c'est ma vision peut-être du monde, c'est d'être optimiste et réaliste. Ah, j'aime beaucoup. On a fait un beau tour d'horizon avec toi, Édouard, et après toi, pour venir parler de tous ces sujets qui nous passionnent et d'excellence de service notamment, qui aimerais-tu voir invité sur Hospitality Insiders? Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes que j'aimerais entendre. Donc je pourrais t'envoyer une liste probablement de gens qui seront, aussi Faut pas qu'elle soit passionnés. trop longue parce que sinon je ne pourrai jamais les faire rentrer dans la saison prochaine. Hem, je ne j'ai pas pensé à une personne, en particulier. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir des voyageurs.
que je sais que beaucoup de tes intervenants sont des hôteliers, des créateurs ou autres. Oui, Je pense que ça serait très intéressant d'avoir des voyageurs du monde, mhm, des gens qui s'inspirent, qui voyagent, qui rencontrent ces hôteliers, donc qui font un petit peu, qui sont les voyageurs de ce que tu fais toi avec des podcasts aujourd'hui. Peut-être un agent de voyage qui est devenu ce spécialiste d'une conciergerie euh, du luxe ou pas dans le monde, ou j'ai une personne à qui je pense, mais je pense que tu n'as pas encore interviewé, qui est Thierry Piestécier et qui va venir au Brésil prochainement faire beaucoup de choses et faire des maisons itinérantes et des voyages avec un programme particulier, mais il en parlera lui-même si jamais tu arrives à l'interviewer. Mais je pense que c'est peut-être la avec personne grand auquel je plaisir. pense aujourd'hui. Si encore une fois, je veux lier notre discussion avec le Ouais. Brésil et avec ma vision du monde que le Brésil et l'Amérique du Sud va devenir un des pôles à ne pas rater. Bah, écoute, je serais ravi de l'interviewer. Tu as raison, c'est vrai que j'interviewe souvent, plutôt des acteurs, de nos métiers. J'ai quand même eu, Réjeanne Narbonnet pour, défendre un petit peu le côté, agence de voyage et voyageurs, mais ça pourrait être intéressant d'ajouter des personnes, peut-être plus lambda et plus consommateurs qu'acteurs de nos métiers. Ça mettrait une autre vision. Quelqu'un qui aimerait continuer la conversation avec toi, cette fois-ci, quel est le meilleur moyen de te contacter? Euh, Par téléphone, je mets mes messages en silence. Je suis, je suis quelqu'un qui aime communiquer et qui aime la voix. J'ai du D'accord. mal à laisser des messages vocaux, mais bien évidemment, je vis dans l'air de mon temps de communiquer avec mes équipes et avec mes amis, mais les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, mais, euh, mais c'est vrai que je parle au téléphone. J'appelle les gens, je reçois des appels, Mmh. et je déteste les messages vocaux et autres. Le Brésil vit à une vitesse différente de l'Europe. Le Brésil vit sur WhatsApp et Oui. aujourd'hui, on travaille dans tous les métiers, mais dans l'hôtellerie, aujourd'hui, on travaille plus sur WhatsApp que par email, même pour nos réservations. Et l'hôtel, les réservations d'hôtels sur Instagram, sur WhatsApp sont partie prenante et sont plus juste un détail de 10-15%, Ouais. c'est jusqu'à 50% et plus que n'importe quel autre moyen euh, de travail. C'est assez incroyable. Donc oui, me contacter, m'appeler me fait toujours très Fais attention plaisir. si je mets ton numéro et que tu commences à recevoir quelques appels pour des réservations, je bon alors heureusement, peut-être que ça t'aidera, mais il n'y a pas une si grosse audience aujourd'hui sur Hospitality Insiders, mais tout de même tu pourrais être dérangé par, certains qui voudraient profiter de cette visite avec toi, à São Paulo de l'art brésilien. Allons-y. Et enfin, j'aimerais te laisser le, mot de la fin. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos insiders, qui sont donc les auditeurs du podcast, quel serait-il? De venir découvrir le Brésil, ça a été une révélation pour moi. Très particulier, difficile au quotidien, mais merveilleux au quotidien. Euh, un des stops de ma vie, pour encore quelques années probablement, avant une nouvelle destination inconnue, mais un projet qui probablement ne sera jamais euh, ce projet ici au Brésil. Je pense que j'en connaîtrais que très peu, voire peut-être pas Ouais, d'aussi extraordinaire que celui qui vient de naître avec cet hôtel. Mais le mot de la fin, ça serait venez découvrir le Brésil. Ce n'est pas un voyage, ce sont des voyages. Euh, et je prends l'opportunité de ce podcast pour parler justement d'une destination à travers un hôtel, bien évidemment, mais destination, et il n'y a pas qu'un seul hôtel au Brésil. Il y a plusieurs Brésils. Euh, J'insiste en disant que ce n'est pas un voyage, mais des voyages pour découvrir un Brésil qui est probablement un continent à lui seul. Mais ouais. c'est peut-être pas le mot de la fin que que tu imaginais, C'est mais je parfait. pense que c'est notre conversation d'aujourd'hui.
c'est une arrivée, une expérience Ouais. de voyage et c'est la mienne. Et probablement la plus surprenante, mis à part avoir vécu sur des îles désertes, vraiment seul, sur des îles moins désertes, sur des destinations luxe, sur des destinations de compétition, sur des destinations ou autres. Mais cette découverte du Brésil est une découverte assez surprenante. Bon. Cher Edouard, merci beaucoup d'être venu faire un tour sur Hospitality Insiders. Maxime, merci 1000 fois et à très très bientôt. Mes chers insiders, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que je publie de nombreux contenus sous différentes formes. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous à la newsletter et rejoignez la communauté des insiders. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.